d'après les résultats donnés par la CENI et les résultats provisoires, quelle analyse faites-vous par rapport à ces résultats? Il faut dire que ces résultats ont causé une grande surprise au sein de la population togolaise. Parce que même si on pouvait espérer que le parti UNIR allait remporter ces élections, on ne pouvait pas s'entendre à une très grande majorité de la part de ce parti. 62 députés sur 91, à mon avis, c'est énorme. On ne pouvait pas s'attendre à cela et c'est cela qui cause la surprise. Mais deux grandes raisons expliquent ces résultats. La première, c'est que le processus électoral a été conduit de façon unilatérale. Depuis la CENI qui a lancé des opérations de recensement jusqu'à l'organisation pratique des élections, l'opposition n'a pas été associée au processus. Elle n'est venue au processus qu'au tout dernier moment. On ne peut pas dire que c'est la faute au pouvoir si l'opposition n'a pas été engagée dans le processus tout au début. L'opposition s'est enfermée dans des revendications, dans des exigences, sans avoir évalué les rapports de force, puisque la politique est par ailleurs une question de rapport de force, pour savoir quelles sont les exigences qu'elle pouvait poser et ce qu'elle pouvait avoir compte tenu de ce que le rapport de force est en faveur du parti au pouvoir. Le processus a été conduit de façon unilatérale et cet unilatéralisme est source d'opacité. Ça a permis que le parti UNIR ait contrôlé le processus du début jusqu'à la fin. La deuxième raison, c'est le fait que le parti UNIR, qui est parti au pouvoir, est une grosse machine, c'est une machine politique. Et cette machine a travaillé beaucoup sur le terrain. Elle est allée dans les villes, dans les campagnes. Le parti au pouvoir a énormément de moyens, en l'occurrence les moyens d'État, de l'argent, les moyens institutionnels. Ce parti maîtrise tous les préfets, tous les chefs traditionnels, les délégations spéciales qui sont les maires ici. Et cela a permis qu'on influence la position des électeurs. C'est ce que j'appelle le viol des populations. C'est-à-dire que vous avez des populations qui aspirent normalement au changement, mais du fait que ces populations ne voient pas ceux qui incarnent ce changement, cette alternance, je veux parler des partis d'opposition, ces populations ont voté à défaut pour le parti au pouvoir qui était sur le terrain depuis très longtemps, qui a beaucoup travaillé sur le terrain, qui a distribué des cadeaux, des libéralités et qui a réussi à conditionner les électeurs dans un sens donné. Voilà les deux raisons fondamentales qui ont justifié ces résultats. Il y a aussi des raisons subsidiaires. Le taux d'abstention est pratiquement de 35%. Je pense que ce taux d'abstention est le plus fort à Lomé. Il est très fort à Lomé. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter au niveau de Lomé. Et même dans les régions maritimes, c'est-à-dire que les préfectures qui ne sont pas très loin de Lomé. Parce que l'opposition a tergiversé beaucoup. Elle n'a pas voulu entrer dans le processus. Et même à la veille de ces élections, l'opposition appelait encore au report des élections. Et cela a démobilisé les populations. Et voilà encore une raison, à mon avis, subsidiaire qui justifie ces résultats. Et puis également, il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Au niveau de Lomé, par exemple, il y a eu pratiquement plus de 23 000 bulletins nuls. Cela est l'expression de ce que les partis de l'opposition n'ont pas formé les gens à voter sur un bulletin unique. Quand vous votez sur la ligne, le bulletin est annulé. Certains ont voulu voter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord voulu noircir le parti UNIR en disant nous ne voulons pas de ce parti. Alors on l'a noirci avec l'encre avant de voter pour
la liste que l'on veut. Et ça a annulé également les résultats. Voilà également les deux raisons subsidiaires qui expliquent, à mon avis, les résultats surprenants que nous avons obtenus. Alors, M. Fulbert Latisso, quelle serait la composition de la classe politique aujourd'hui? Il faut dire que la vie politique va être dominée par le Parti UNIR, qui a 62 députés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va être dominée par ce parti. Et c'est dangereux lorsqu'on sait qu'il y a des réformes qui attendent ce pays. Ces réformes ont été annoncées dans l'accord politique global de 2006. Elles n'ont jamais été opérées. Et tout le monde s'est dit que c'est la prochaine assemblée qui va être mise en place qui va opérer ces réformes. Mais le parti UNIR va dominer cette assemblée. L'opposition au sein de cette assemblée est réduite à ce qu'on appelle la portion congrue. Quand vous prenez le CST qui a 19 députés et puis Arc-en-Ciel 6, en gros l'opposition a 25 députés. 25 députés comparés à 62, il est évident que les réformes politiques qui vont se faire dans les prochaines périodes vont être fortement influencées par le parti UNIR. Et lorsque ces réformes vont être influencées par le parti UNIR, il est à craindre que le Togo n'ait pas de bonnes réformes. Parce que je pense personnellement que le parti UNIR ne va pas faire des réformes qui vont lui être préjudiciables face au scrutin présidentiel de 2015. Il faut également souligner que l'UFC, qui a été une force politique assez importante, qui a dominé la vie politique jusqu'à ces élections, a été laminée. L'UFC a été laminée et cela prouve aujourd'hui que l'UFC n'est plus une force politique qui aura de l'influence dans les prochaines périodes sur la vie politique. C'est vrai que après ces élections, il va y avoir un gouvernement d'ouverture, comme le Togo en a l'habitude. Je crois que l'UFC va participer à ce gouvernement, mais elle sera, à mon avis, manipulée, dominée et influencée par le parti UNIR qui a une majorité écrasante. Mais au niveau de l'Assemblée, il faut dire aussi que les coalitions que nous avons, les deux grandes coalitions qui ont participé aux élections, le CST et la coalition Arc-en-Ciel, les deux grandes coalitions pivotent autour de deux grands partis politiques. Le CST, à mon avis, c'est égal à l'ANC et la coalition Arc-en-Ciel, c'est égal au CAR. C'est les deux grandes formations politiques qui vont, à mon avis, regenter la vie politique d'une certaine manière sur les prochaines périodes. Il faut dire aussi que l'opposition doit aller vers un renouvellement, puisque la plupart des leaders de la coalition Arc-en-Ciel ont été éliminés. Au niveau même du CST, il y a quelques leaders politiques également qui n'ont pas réussi à obtenir de siège. Il va être difficile qu'ils puissent s'exprimer la tête haute dans les prochaines périodes. La deuxième chose qu'il faut dire également au niveau de l'opposition, c'est que l'opposition doit renouveler son discours. Parce que le discours que l'opposition a utilisé pendant les campagnes électorales, c'est le changement, l'alternance. La coalition Arc-en-Ciel a dit 50 ans c'est trop, 10 ans ça suffit, l'alternance et le changement c'est maintenant. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui réinventer un discours de l'opposition qui aille au-delà des slogans habituels. L'alternance et le changement. Parce que les populations, c'est vrai qu'elles aspirent au changement, mais elles veulent quand même, parce que ce changement a duré dans le temps, les populations sont dans une précarité au niveau matériel. Elles attendent de savoir ce que ceux qui incarnent le changement sont capables d'apporter en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc il faut que l'opposition réinvente son discours. Et puis l'autre chose sur l'opposition, il faut que l'opposition démontre à la population qu'elle incarne véritablement une alternative de remplacement
du pouvoir en place. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que nous voulons l'alternance et le changement. Il faut montrer aussi, en exprimant une certaine compétence, en ayant un projet de société, en ayant un programme, en inventant un nouveau discours, qu'on ait véritablement une alternative et qu'on peut remplacer le pouvoir en place et diriger le pays dans l'intérêt de tout le monde. Oui, alors aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre devient le leader de l'opposition togolaise. C'est-à-dire que tous les Togolais qui se sentent du côté de l'opposition doivent le suivre. Oui, Jean-Pierre Fabre a confirmé son statut parce qu'il ne faut pas oublier que déjà, au sortir du scrutin présidentiel de 2010, il avait 33%, comparé à Faure Gnassingbé qui en avait 62. Déjà, il était le leader de l'opposition en 2010. Alors, il vient de le confirmer. Il a conforté son statut. D'ailleurs, un statut a été fait par l'Assemblée nationale sortant à l'opposition, qui définit bien le statut du leader de l'opposition, du chef de l'opposition. Alors, Jean-Pierre Fabre a confirmé ça. Mais est-ce que cela suffit pour dire que tout le monde doit s'aligner derrière lui pour affronter le scrutin présidentiel de 2015? Je pense que c'est prématuré de le dire, c'est même trop tôt. Celui qui va être le candidat de l'opposition en 2015, parce que tout porte à croire que le Togo va avoir un candidat unique de l'opposition, c'est le souhait de tout le monde, c'est le souhait que tout le monde exprime, même au niveau de la diaspora, c'est le souhait que tout le monde exprime. Il faut que ce candidat soit capable de rassembler tout le monde. Regardez ce qui s'est passé avant ces élections. La coalition Arc-en-Ciel et le CST n'ont pas pu s'attendre pour affronter cette élection. Ça a été également l'une des explications de ces résultats. Si les deux avaient été ensemble, ça aurait boosté, à mon avis, la psychologie des électeurs. Ils auraient eu plus de sièges, naturellement. Bon, maintenant, il faut que le leader, derrière lequel tout le monde va se retrouver en 2015 du côté de l'opposition, montre qu'il est un rassembleur, qu'il peut rassembler tout le monde. Il doit affirmer une compétence en disant je suis capable de remplacer ceux qui sont là et de gérer le pays pour régler les problèmes. Il doit rassurer tout le monde parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes au Togo. L'armée a une grande importance dans la vie politique, l'armée a une prégnance dans la vie politique. Il faut également que ce candidat rassure l'armée. Il ne faudrait pas qu'il soit une menace pour l'armée. Et puis il y a aussi des pesanteurs politiques et sociologiques dans notre pays. Les réalités ethniques ne se sont pas complètement estompées. Le fait qu'au niveau du parti au pouvoir, il y a un certain nombre de caciques qui ne veulent pas voir certaines personnes arriver au pouvoir parce qu'ils considèrent que ces personnes vont être des menaces pour eux. Alors il faut que le leader derrière lequel tout le monde va se rassembler et qui va affronter le prochain scrutin de 2015 soit une personne charismatique qui rassemble tout le monde, qui rassure à la fois les gens de l'opposition, les gens du pouvoir, l'armée, un certain nombre d'institutions, et que, par ailleurs, ce sera l'autre qualité qu'il va avoir, qu'il incarne une alternative, qu'il soit capable de démontrer que, eh bien, il peut gérer le pays avec sa compétence et régler les nombreux problèmes auxquels nos populations sont confrontées. Et 2010, UNI vient de préparer 2015 pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous confirmez? 2015, il va y avoir un scrutin présidentiel. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que M. Faure Gnassingbé va être candidat? Parce que par ailleurs, il aura fini 2 mandats. Tout le monde sait que la communauté internationale, ou en tout cas l'opinion internationale, aborde les présidents qui font plus de 2 mandats. Alors il va aborder son 3e mandat. La Constitution est ouverte, elle le lui permet. Mais je pense que s'il veut être candidat, il faut qu'à son niveau aussi, il puisse se montrer plus crédible qu'auparavant. Parce que jusqu'à ces élections que nous venons d'avoir, la gestion du pays n'est pas très appréciée. Le pays est gangréné par la corruption, la malgouvernance, il y a des violations des droits de l'homme, il y a beaucoup de problèmes. Et puis, nous savons que
dans les périodes passées, le Front social était véritablement en évolution, les syndicats, les travailleurs, il y avait beaucoup de problèmes, mais le pouvoir n'a pas pu régler ces problèmes. Alors si M. Faure Gnassingbé veut se montrer crédible aussi aux yeux de ces populations, il doit montrer que, eh bien, il peut traquer les problèmes qui gangrènent le pays et puis démontrer par ailleurs qu'il peut gérer le pays dans l'intérêt général et non pas que dans l'intérêt de ses partisans et de certaines régions du pays.